Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être fidèles comme chaque jeudi à Mont des Arts et puis comme beaucoup d'entre vous aussi ont été fidèles à la médiathèque. Je parle un petit peu au passé, ça c'est pas très joyeux. J'espère que vous allez bien tous les quatre. On est ravis de vous avoir en tout cas. On aimait bien, c'est vrai, cette médiathèque et depuis un sacré bout de temps tout de même. Certains se souviennent du passage 44 pour les plus anciens. C'était comme un rendez-vous avec la culture, avec des découvertes, avec des surprises, des déceptions aussi parfois, ça arrive, ça fait partie du jeu. Et des coups de cœur. Seulement voilà, la médiathèque nouvelle, la MN comme vous dites. Je crois que vous dites ça entre vous. La MN, elle a subi en automne dernier une douche froide, comme on dit, mortelle, carrément mortelle. La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de ne pas renouveler son contrat programme, envoyant ainsi valser 55 travailleurs et travailleuses au chômage et mettant brusquement fin après tenez-vous bien, 70 années d'histoire culturelle. Au-delà des conséquences sociales que cette décision provoque, la fermeture définitive est prévue pour fin juin. Plusieurs questions se posent évidemment pour la médiathèque nouvelle, dont celle du devenir de ses collections accumulées depuis sa naissance en 1956, à savoir 460 000 références, vous me direz si c'est juste, des vinyles rares, des archives sonores, des fonds cinéma, des objets éditoriaux inclassables, des jeux vidéo également, et puis bien sûr des compétences humaines. À quelques jours du festival hybride au 140, qui consacre 2 jours, et c'est tant mieux, à la médiathèque nouvelle et à son avenir. On va revenir ensemble sur cette disparition annoncée, sur le manque qu'elle a laissé aussi, et sur les pistes qu'on peut encore espérer, peut-être, croisons les doigts pour le futur. David Ménessier, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir, David. Vous êtes médiateur à la médiathèque nouvelle. Vous êtes encore médiateur jusqu'ici, je suppose. Jusqu'au 30 avril, oui. Au 30 avril, en ce qui vous concerne. En face de vous, Marion de Ritter. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Coordinatrice à la cellule médiation à la médiathèque nouvelle. Toujours en poste pour l'instant? Toujours en poste jusqu'au 30 juin pour ma part. Vous, c'est 30 juin, d'accord. Élodie Fourneau est avec nous. Élodie, vous êtes musicienne pour Antinomie, ça c'est votre nom d'artiste? Oui, je suis compositrice de musique. Comment? Compositrice de musique. Voilà, pour de la fiction, du docu et des jeux vidéo aussi. Ouais. On va en parler notamment de Caravane Sandwich. Et puis, Igor est avec nous, Igor Karagosian, je prononce bien. Très bien, bonsoir David. Bonsoir. Également employé de la médiathèque, également médiateur, toujours aussi en poste pour l'instant? Toujours en poste jusqu'à la fin du mois, ouais. On tient jusqu'au bout, certains jusqu'à la fin du mois, certains jusqu'à la fin juin, on expliquera pourquoi. Oui. Il y a des petites variations, tout ça est un petit peu compliqué. Tout d'abord, comment ça va? Comment ça va, David? Très bien, on va dire. Ouais. Depuis le 13 octobre, nos vies ont changé par une décision du cabinet de la ministre-présidente Elisabeth de Gries. Donc voilà, notre avenir, comme vous le disiez, de 55 collègues est complètement chamboulé. Et c'est surtout le fait de passer de la sidération au niveau des émotions, c'est la sidération, le côté violent de la nouvelle et aussi ce que ça a comme impact sur chacune au sein de l'institution et sur l'effacement de nos missions. C'est quelque chose qui, évidemment, quand on rentre dans le concret de ça, qui est déstabilisant. Un effacement qui s'est fait petit à petit, mine de rien. On va en parler de tout cet historique. Vous avez été surpris de cette décision, Marion? Oui, c'est tombé complètement comme un cheveu sur la soupe. Enfin, on savait que... On s'y attendait pas? Non, alors... On savait que le secteur culturel était dans la ligne de mire du gouvernement et qu'il y aurait des coupes budgétaires qui seraient effectuées, mais de là à se dire qu'on allait être coupé à 100% du jour au lendemain, sans sommation, sans concertation, non, ça nous est tombé sur la tête de manière complètement imprévue. Pareil pour vous, Igor? Oui, tout à fait. On s'attendait, comme vient de dire Marion David, à peut-être des coupes, mais il y a eu un véritable effet de sidération. Personne ne s'attendait à une déflagration de la sorte qu'on arrive au néant de subsides. Ça nous parce semblait... que c'est ça, c'est vraiment de tout à rien. À zéro, c'est une coupure nette. Qui est très très brusque. Pour le public, les artistes, les musiciens, vous êtes inhabitués évidemment de la médiathèque, ça vous a surpris aussi? Je ne suis pas une habituée, mais le peu que j'ai pu les fréquenter, j'ai été vraiment touchée par cet espace qui me semble... proposer quelque chose de sensible dans l'art et qui n'est pas présent partout dans le paysage culturel. Et moi, je suis vraiment affectée. Quand j'ai appris ça, j'ai eu du mal à y croire, en fait. Surtout après cette inauguration. Enfin, voilà. Vous n'êtes pas la seule. Il y a eu une espèce d'engouement du public pour vous. Je crois que vous avez reçu beaucoup de messages et tout. J'imagine que ça vous a dû faire chaud au cœur quand même, quoi.
Oui, mais il y avait une nouvelle impulsion, surtout qui avait été donnée ces 4 dernières années par rapport à nos missions. C'est-à-dire, beaucoup de gens nous ont réduits aux missions dont on parlait avant, c'est-à-dire du prêt direct, qui font sens. C'est vraiment le centre de nos activités au départ. Business, comme on dit. Mais ça n'était plus justement un modèle économique. Et depuis déjà 2010, eh bien, nous avions changé. Nous étions sur des missions d'éducation permanente, de médiation culturelle. Et tout ça était vraiment bien sur les rails par différents ministres et différents cabinets. Et tout ça s'est arrêté le 13 octobre. Et malgré tout ça, ça s'est arrêté. Les actions de médiation, elles continuent tout de même jusqu'en juin ? Elles continuent jusqu'en juin, oui. On a décidé de tenir la barre jusqu'au bout, avec effectivement une réduction des activités, puisqu'il y a une grande partie de l'équipe qui part à partir du 30 avril. De 55... Combien de personnes, Marion, pardon ? 44, si je dis pas de bêtises. Donc de 55, on va passer à 11 pour les 2 derniers mois. Donc c'est vraiment histoire, on va dire, d'enterrer le projet. Et il va falloir assurer avec 11 personnes. C'est ça, exactement. Vous allez réduire la voilure ou Oui, on va réduire la voilure au niveau des activités. Là, on a encore les 2 événements gros événements de clôture, les 2 jours au 140, et puis tout doucement, on va commencer à baisser la charge en termes d'activité, tout en essayant de maintenir quand même certaines activités avec des publics qui sont des publics en grande précarité, qu'on a décidé de suivre vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Par exemple, pour que les gens se rendent bien compte, qu'est-ce que vous faites comme médiation qui paraît indispensable et importante en tout cas ? On travaille régulièrement avec des structures comme Douche Flux, qui travaillent autour du sans-abrisme, avec Article 27, avec l'AMA. Et donc on propose en fait, mes collègues en parleront mieux que moi, mais des moments d'écoute collective. Et c'est quelque chose qui est installé dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une régularité, c'est mensuel, c'est un rendez-vous régulier. Et donc ça, on a décidé de maintenir ce rendez-vous-là le plus longtemps possible en tout cas. Ouais, c'est un peu indispensable. Igor ? Oui, comme disait Marion, on travaille avec des structures qui ont peu de visibilité en fait. Oui, parce qu'on ne le sait pas. Le public, non, je repense à ce que disait par exemple la ministre, que ce qu'on faisait était parfois redondant ou pas essentiel. Enfin, ça c'était un autre slogan d'avant du Covid. Mais ce qu'on fait, ce slogan. Ce qu'on fait aussi avec le service senior de forêt, de faire des animations musicales où il y a tout un côté évidemment culturel, mais il y a le côté humain et c'est souvent avec des personnes soit fragilisées, des sans-abri, des personnes en situation de dépendance ou des personnes du 3e âge, et donc c'est peu visible, mais surtout le souci c'est que c'est des structures qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des partenaires pour avoir ce genre d'atelier que nous on donnait entre guillemets à titre gratuit, puisqu'évidemment on était subsidiés aussi pour le faire, mais comme disait David, c'était des choses qui étaient en expansion, des partenaires qui comptaient sur nous, et on avait des rendez-vous qui devenaient réguliers, un peu habituels, et ces partenaires-là ne comprennent pas bien non plus pourquoi ça, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux, quoi. C'est toujours comme ça, quand il y a un problème comme celui que vous vivez, il y a tous les gens autour. Mais c'est ce qui s'est passé en fait. Vraiment, on a supprimé une ligne budgétaire sans savoir exactement quelles étaient les conséquences autour. Là, le cabinet en fait découvre vraiment qu'il y a eu, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui quand même en négociation commencent un tout petit peu à bouger, pas sur la décision globale, mais au moins sur la manière dont on pourrait, on en parlera certainement, essayer de reprendre peut-être des moyens dans certains endroits, quoi. Ils découvrent vraiment. Mais clairement, cette ligne budgétaire, elle a été supprimée d'abord parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté idéologique. On le voit un peu dans le reste du secteur culturel pour le moment. Il n'y a pas que nous qui sommes touchés. Nous, on fait un petit peu symbole parce qu'on est une institution ancienne de 70 années, qui a eu beaucoup d'évolutions au sein même de notre institution, mais on constate vraiment que l'idée, c'est en nous coupant la tête, c'est de couper tous les liens qu'il y a vers les citoyens, vers les droits culturels des citoyens. Et c'est ça qui aujourd'hui est attaqué de front par ce gouvernement, en tout cas. Ouais. Donc c'est un mal global, quoi. On va parler des employés dont vous faites partie. Donc vous avez dit, il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Il y a 46 équivalents de temps plein, c'est ça à la base, c'était ça, temps plein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y a une partie des malades de longue durée, et on en a eu aussi chez nous. Mais disons qu'on en a à peu près sur ce nombre-là. Non, on est sur 55 personnes au total. 55 collaborateurs. Voilà, et donc effectivement, il y a un phasage. On est en plein dans le plan social. Pour être dans le concret, pour que les gens entendent bien ce qui se passe, c'est que par exemple, moi j'ai reçu, comme mes collègues, mon C4 le 2 février et mon contrat s'arrête. Alors Marion, c'est le 30 juin, moi ce sera le 30 avril, Igor aussi. Voilà, donc on est dans ce phasage-là, on est dans ce processus-là. Et la violence, en fait, qu'on n'avait pas perçue au départ, c'est vrai que tout ça, on sait que ça va arriver, qu'on va fermer, qu'on va arrêter nos activités, mais c'est de ranger ses bureaux, c'est de voir des partenaires qui sont très bienveillants avec nous, mais de récupérer notre matériel, c'est
c'est de voir en fait une forme d'effacement à la fois de nos activités, des liens qu'on avait avec le secteur, et à la fois au fait de tout ce qu'on faisait, de tout ce qu'on a produit pendant toutes ces années-là. Et ça, c'est ravageur. Je peux vous assurer que depuis janvier, il y a une autre forme de ressenti émotionnel que toutes et tous ici on ressent et qui est terrible. En fait. On imagine bien. Vous partagez, Marion, évidemment. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a une grande violence et une grande tristesse à la fois de voir tous les médias être mis en caisse au fur et à mesure et puis partir. En fait, on voit nos locaux se vider. On voit aussi... Oui, je ne sais pas comment expliquer. C'est dur. On a parlé de 2027 à un moment donné. C'était quoi cette histoire? On a dit que vous deviez travailler jusqu'en 2027. Mais ça, c'est le narratif en fait qui a été fait par le cabinet au moment du 13 octobre. C'est de dire qu'en fait, elle donnait son subside jusqu'à fin 2027. Mais pour ne pas rentrer trop dans les détails, juste expliquer, c'est qu'en fait, on recevait effectivement ce subside jusqu'à ce moment-là. On devait continuer nos activités alors qu'on nous disait que nos activités étaient redondantes, voire inutiles. Mais on doit continuer à le faire. Donc déjà, il y a quand même quelque chose par rapport à la notion de travail qui change complètement. Et en plus, on n'aurait pas pu, si le subside s'arrête fin 2027, on n'aurait pas pu payer les gens par rapport à leur ancienneté, il y a des gens dans l'institution, moi j'ai une collègue, ça fait 38 ans qu'elle est là, tout le monde a droit à ça, chaque travailleur, travailleuse dans n'importe quel secteur a droit à son ancienneté, et là on aurait été conduit à la faillite. Donc il a fallu prouver cela au cabinet, on a mis 2 mois à leur expliquer entre octobre et décembre, pour qu'à un moment, ils changent j'ai envie de dire, de décision là-dessus, c'est de dire ok, on va donner le subside, mais pour que le plan social, c'est unique d'ailleurs dans le secteur culturel. Nos permanentes syndicales, elles ont dit tiens, c'est tout nouveau ça. La ministre, ça fait un peu jurisprudence, elle décide quelque chose qui pourrait être quelque chose qui pourrait servir le reste du secteur, c'est que ce subside va servir en partie à pouvoir payer les préavis de chacun, chacune. Ça c'est blindé. Ça c'est blindé, mais on travaille. Pour les préavis, les indemnités, tout ça, le plan de licenciement est correct maintenant? Le plan social a été donc, il a fallu vraiment que début décembre, elle avalise tout ça, elle a signé cela et elle s'est donc engagée là pour une fois à le faire. Et depuis janvier, nous sommes dans le processus de phasage du plan Renault qui a été lancé, qui est déjà notre 3e plan Renault. On comprend mieux alors pourquoi il y en a qui partent en avril, il y en a qui partent en juin. Après juin, de toute façon, c'est fini, c'est le dernier jour de juin. Oui. Alors, l'institution continuera d'exister en tant puisqu'on est une ASBL, rappelons-le, donc une ASBL donc, qui continuera jusqu'à fin 2027 parce que dans le phasage du plan Renault, il y a encore la partie, les derniers à partir, si vous voulez, ce seront les malades de longue durée. C'est pour des raisons techniques, vraiment. Donc, l'ASBL continue d'exister, mais ce sera une coquille vide. Il n'y aura plus aucune activité à partir du 30 juin, ça c'est certain. Wow, ça fait quand même un peu mal au cœur d'entendre ce genre de phrase. Mine de rien, hein, je veux dire, c'est waouh. On va essayer de comprendre ce que c'est que la médiathèque, expliquer aux gens. Je dis médiathèque parce que c'est plus simple. C'est médiathèque nouvelle, ça a été Point Culture avant, c'était médiathèque encore avant. Ça a commencé par Discothèque Nationale, ça c'était il y a 70 ans. Je crois que personne autour de cette table n'y était. Enfin, je crois pas. Hein. Alors vous cassez bien votre jeu. On va regarder un petit sujet que vous avez diffusé sur Internet. Je trouve qu'il est pas mal. C'était sur les réseaux sociaux. Regardez. Attention, je vais vous faire un mime. L'expression « je pense » sur mon visage quand mes parents m'annonçaient quand j'étais petite qu'on allait à la médiathèque. On pouvait prendre plein de CD différents, on pouvait chercher, on pouvait se tromper, et puis on écoutait, on découvrait. L'existence de la médiathèque m'a vraiment permis de découvrir des choses qu'on n'écoutait pas forcément chez moi, et de développer comme ça cette passion assez folle. Ma mère qui sortait un DVD comme ça, qui me disait « ça on va le prendre, je pense que tu vas aimer », et c'était Les Demoiselles de Rochefort. Ça a marqué ma vie. Ça a contribué au fait que je sois devenu chanteur. Vive les trésors de la médiathèque. Ne dites plus Point Culture, mais Médiathèque Nouvelle. Nouvelle parce qu'il y a des nouveautés, des nouvelles choses qui se mettent en place. C'est à la fois pour nous un retour aux sources et en même temps c'est être pleinement dans le présent. Éveiller, transmettre et conserver sont vraiment les 3 termes qui sont importants pour nous à l'avenir. Qu'est-ce que nos compétences et nos patrimoines peuvent amener au service de la société? Elle est à disposition physiquement ou en ligne. Elle met à disposition CD, DVD et jeux vidéo et propose bien d'autres services. On a des animations auprès des publics. Il y a des formations qui sont essentiellement à destination des bibliothécaires, mais aussi à destination d'autres publics si nécessaire. Il y a une certaine logique parce que, en fait, les médias, eux, n'ont pas changé. On est toujours dans du contenu audiovisuel, de la musique, mais parfois les supports ont changé. Donc c'est tout à fait logique d'avoir suivi ces changements de pratiques et de consommation. Voilà, petit éclairage pour qu'on comprenne mieux pourquoi Médiathèque Nouvelle, 70 ans, je l'ai dit, Discothèque Nationale au début.
C'était comment? Je sais que vous n'y étiez pas, mais c'était quoi la discothèque nationale? En fait, il y avait vraiment une dimension sociale dans le projet au départ. C'est Jean Salquin donc, qui fonde ça, et dans l'idée de partage, en fait. Mais à la base, on est en 56, donc c'est de partager les disques de vinyle de musique classique. Donc c'est vraiment le départ, le point de départ. Classique au début. C'était que du classique parce que voilà, le marché du disque à ce moment-là, il était encore, je dirais, en pleine mutation, comme il l'a toujours été d'ailleurs après par la suite. Mais après, évidemment, en fait, la médiathèque va suivre toute l'évolution de tous les supports et de toutes les musiques, de tout aussi des pratiques en cinéma, donc dans la fiction, dans le documentaire et dans les jeux vidéo. Et tout ça, donc, on a accompagné ça jusqu'à, je dirais, le début des années 2000-2010, où ça a été un modèle économique qui fonctionnait en fait. Les grandes années, les années 2000. Tout à fait, oui, parce qu'alors il y a peut-être eu quelque chose qui a un petit peu voilé la face de certaines personnes, c'est que à ce moment-là, les gens revenaient à la médiathèque parce qu'il y avait on gravait toutes ces collections, parce qu'il n'y avait pas encore eu la dématérialisation. Et au moment de la dématérialisation, effectivement, là, les gens ont commencé à de moins en moins venir, mais c'est pas pour autant que justement la médiathèque n'a pas cessé, à ce moment-là, elle n'a pas cessé de réfléchir à essayer de voir comment faire pour continuer à faire rayonner ces collections, mais autrement. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait les jeux vidéo. Moi, je m'en rappelle, parce que c'était important. Il y avait plein de gosses qui allaient, pas que des gosses, des adultes aussi. Vous alliez fureter des jeux vidéo à l'époque ou pas? Non. Vous êtes trop jeune pour ça? Non, mais mais par contre. Le lien qu'il y a avec les créateurs ou les créatrices, je peux en parler, puisque moi, la médiathèque nouvelle est venue vers moi pour justement faire parler du projet de jeu pour lequel j'ai collaboré. Caravan Sandwich. Caravan Sandwich, oui. Et aussi une conférence qui avait eu lieu lors de l'inauguration Other Game, où on sent l'implication que ça a eu dans l'archivage et dans la mémoire collective, alors qu'il y a des très belles choses qui sont passées sur le territoire belge et qui s'oublieraient s'il n'y avait pas en fait ces gardiens de la mémoire, quoi. Et je trouve ça fabuleux, ce genre d'endroit, quoi. C'est important de le dire et que vous le disiez. C'est pour ça que je voulais une artiste aussi sur le plateau, une compositrice, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui allaient à la médiathèque, en fait, Igor. Oui, tout à fait. Par exemple, là, je ne sais pas si c'est de ça dont vous vouliez parler en partie, mais on a un projet... Oui, ça, on va en parler. Ah, oui. Allez-y. Avec une artiste qui s'appelle Madame Patate, Émilie Sio, qui était venue après une visite dans nos locaux à l'AC, là où on a tous nos médias... donc plus de 400 000. C'était Madame Patate qui était là avec Leslie Doumerx, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, et Arthur Lacombe la semaine dernière, de Radio Panique. On va avoir des photos d'ailleurs de vos enregistrements, je crois qu'on en a, mais allez-y. Et donc, ça a venu dans le locaux, elle était très curieuse, mais comme chaque fois que des gens viennent ou visitent. Et puis on a discuté de faire peut-être une sorte de partenariat ou comme une résidence. Puis elle a contacté Radio Panique, qui est une radio associative, multiculturelle, très engagée depuis les années 80. L'émission s'appelle Archives en rotation. Et l'émission s'appelle Archives en rotation, c'est ça. Donc chaque 4e mercredi du mois de 10h30 à midi, il y a un DJ ou une DJ qui vient faire un mix en direct, en vinyle, à partir de disques qu'il a piochés en regardant, en fouillant, en découvrant souvent des choses dans nos collections. Et donc on a déjà fait 3 émissions. Donc ça c'est très bien, mais maintenant, est-ce que ces émissions auront lieu jusqu'en juin? Ce sera possible encore ou pas? Oui, alors moi je termine de travailler en avril, mais paradoxalement j'ai dit que je voulais bien assurer ce service-là, en tout cas ça fait rire votre voisine, elle se dit ouf quand même. De co-présenter les émissions avec Madame Patate, et puis il y a des artistes qui continuent à venir. Là il y a Baxter qui viendra pour la prochaine, ce sera diffusé le 22 avril. Cet engouement des artistes, ça vous étonne pas en fait? Non, ça m'étonne pas du tout, et ça fait du bien en fait de voir qu'il y a des gens qui jugent que ce qu'on fait est nécessaire. J'ai eu l'occasion de pas mal parler aussi avec Madame Patate, avec Émilie, et c'est hyper rassurant de voir qu'il y a des gens qui se rendent compte, pas comme artistes ou autres, mais qui se rendent compte du trésor qui est en train d'être un peu enfoui et auquel on n'aura plus forcément accès dans les prochains mois, dans les prochaines années. Plus que ça, elle était même... elle me disait, je passe de la tristesse à la révolte. Elle me disait... Je pleurais en regardant tous ces disques qu'on pourra plus forcément manipuler, emprunter. Donc dès qu'il y a des gens, déjà ce que je disais, qui découvrent tous ces médias, c'est un peu magique, c'est la caverne d'Ali Baba. Nous, on se rend parfois plus trop compte parce qu'on est un peu blasé. Né dedans, quoi, c'est ça. Même si on a accès, nous, à plein de films, c'est incroyable. Encore, plus maintenant, d'ailleurs. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, 460 000 supports, je sais pas comment on dit, références. Oui.
C'est énorme. Mais en fait, c'est vertigineux et c'est surtout, on a, je dirais, depuis des années, on a un peu travaillé les esprits à dire que tout était sur Internet. Et c'est vrai que beaucoup de choses s'y trouvent. C'est vrai que tous les jours sur Spotify, il y a 100 000 nouveaux morceaux, etc. Mais il y a plein de choses qui sont complètement... Pas toujours vrai, effectivement, un peu d'IA. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup de choses sont invisibilisées, que ces choses-là se trouvent dans nos collections. Par exemple, pour la partie cinéma, effectivement, ça va être une énorme perte. Parce que tous ces médias-là, tous ces DVD, tous ces coffrets que nous avons, ne sont pas sur les plateformes. Vous savez, moi je prends toujours l'exemple d'Agnès Varda. Je pose toujours la question, où est-ce que vous trouvez les films d'Agnès Varda, à part si vous les achetez bien sûr dans des coffrets, ils sont nulle part. Peut-être que Mubi va de temps en temps mettre, là je fais un petit peu de publicité pour une plateforme, mais va mettre de temps en temps un cycle Varda, mais les films vont être là pendant 2 mois, et donc en fait on n'a jamais accès. Nous on avait accès, c'était gratuit, et ça permettait aussi de pouvoir raconter des histoires autour de ça, de créer des fils narratifs dans des salons d'écoute ou dans des travaux avec des réalisateurs et réalisatrices, et tout ça va disparaître du jour au lendemain, même s'il y a un enjeu de bien sûr transmettre ces collections. C'était gratuit. Ça, c'est important aussi, on ne l'a pas encore dit. Mais dans une démarche non commerciale, et ça fait toute la différence. Complètement, ouais. Parce que des vidéoclubs, il y en a encore, je crois qu'il y en a encore un, d'ailleurs on le salue pour son Vidéo Express, à Saint-Gilles. Mais voilà, ça c'est un commerce, quoi, on va dire. Et vous, c'est quand même spécifique, quoi. À un moment, ça a été un modèle économique, et puis ça n'était plus notre, je dirais, le premier sujet qu'on devait traiter, c'est-à-dire c'était plus le prêt, puisque depuis 2010, effectivement, il y avait de moins en moins de gens qui venaient, donc ça ne rapportait plus d'argent. Mais justement, l'enjeu, c'était de rendre ça gratuit et de pouvoir faire rayonner ça autrement via les partenaires, parce que vraiment, en nous coupant, en fait, on coupe vraiment tous ces liens, comme je disais tout à l'heure, avec le reste du secteur. Et on le voit tout de suite quand on parle à nos partenaires. Eux aussi, ils avaient en idée ce truc de 2027. Et quand on leur dit non, là, ça se termine là en avril-juin, les gens sont sidérés parce qu'ils voient vraiment l'impact que ça va avoir sur leur travail au jour le jour. C'est pour ça que je dis que l'enjeu, il n'est pas que économique, il est vraiment politique. Social. C'est vraiment une décision. Oui. On le voit, tout le secteur est touché à ce niveau-là, alors qu'à l'étranger, je voyais encore qu'en Irlande, en Norvège, en France et en Angleterre, on remet de l'argent pour les dans le secteur des bibliothèques, au niveau territorial, et tout ça ici est abandonné, alors qu'on était précurseurs, nous, en Belgique, 1956. À part les États-Unis, je pense qu'il y avait très peu d'endroits où il y avait ce type de service-là, et tout ça est mis est détruit aujourd'hui. Ouais. Et ça s'est fait petit à petit, parce qu'on parle des bus là en 2 secondes, mais ça, ils ont disparu. On les réparait plus, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y avait avec ces bus? Fin 2019, c'était le dernier bus qui roulait, ça devenait entre guillemets trop cher à réparer, alors qu'il y avait quand même des gens qui comptaient dessus. Complètement, dans toute la campagnes, oui, bien sûr. Donc il y a eu une grosse part aussi de nostalgie. Enfin, les gens étaient très attachés aussi par les bibliobus, discobus. Donc ça, c'est terminé aussi. Je vous vois acquiescer. Vous n'étiez pas à Bruxelles. Le rendez-vous du bibliobus, c'était quelque chose. Oui, mais je peux bien l'imaginer. Moi, je viens aussi de petites campagnes et où on a peut-être ce sentiment aujourd'hui que tout est accessible parce que nos supports ont changé, mais il y a une éducation aussi à aller vers des supports, à apprendre, à savoir des choses. Tout peut être disponible et rien n'est disponible du coup parce qu'on ne sait pas quoi chercher, et ça c'est aussi une sensibilisation qu'on a dans ce genre d'endroit. Ça paraît criant et un vrai vide, quoi. Alors pourquoi c'est si important ça, je me mets un peu dans la tête d'un gamin, je sais pas, de 12-13 ans, quoi. Pourquoi c'est si important d'avoir un support matériel dans la culture, dans le cinéma, dans la musique, à votre avis, Elodie? Pourquoi on ne peut pas simplement se contenter de faire du streaming? Je vais parler de mon point de vue, mais c'est comme une forme de moment de vie, de rituel, de souvenirs qu'on génère. Là, on n'a pas forcément cette relation avec des écrans ou un endroit où on a un flux de diverses choses, de tonnes de choses. C'est aussi un moment qu'on partage avec d'autres personnes. Ça devient quelque chose de plus humain. Ça reste vers nous, c'est quelque chose qu'on peut garder autour de soi aussi et qui régénère des souvenirs. C'est quelque chose de peu plus collectif aussi. L'objet, je sais pas, c'est... On peut dire que c'est du plaisir aussi. Il y a le plaisir déjà de la recherche. Enfin, moi, je me souviens, je fréquentais beaucoup la médiathèque du temps du passage 44, notamment. Il y avait un plaisir, quoi. Tac, 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 le bruit des CD les gens qui nous écoutent s'en souviennent, quoi. C'est la sérendipité de chercheurs. C'est une belle sortie, quoi. Mais par rapport à ce truc sur les livres, ça me fait quand même penser qu'on avait annoncé la mort du livre il y a quelques années avec le livre électronique. Bah oui. Les bibliothèques, elles n'ont jamais été aussi... Enfin, elles sont bien remplies, les enfants lisent, les adultes aussi. Il y a le retour du CD, le vinyle, on en parle aussi. Donc,
c'est des pratiques qui restent... comment dire, les gens, c'est pas forcément qu'ils en ont besoin. Enfin, c'est pas juste de la nostalgie, Igor? Non, je crois pas. Il y a peut-être une part de nostalgie, ou alors il y a les back catalogues qui ressortent en vinyle, alors les disques coûtent cher. Enfin, ça, c'est encore d'autres raisons. C'est un sacré prix pour acheter un 33 tours maintenant. Oui, tout à fait. Mais alors emprunter des disques, c'est un moyen aussi d'écouter de la musique, de la découvrir. Ouais. Ça me gêne un peu quand on parle d'évolution. Parfois on se dit c'est l'évolution naturelle des choses, puis souvent l'avenir ou le futur nous donne tort. Donc est-ce que peut-être dans 10 ans on va pas réouvrir des médiathèques? C'est possible. Et comme tu disais, la sérendipité aussi, l'accident, le fait de tomber sur quelque chose, parce qu'on est dans des bulles, donc ces endroits-là, ils nous empêchent de trop nous recentrer sur nos intérêts, nos visions un peu étroites en fait des choses, et là on est face à un monde beaucoup plus diversifié, et complètement. Ça génère quoi? De la réflexion, de l'intelligence, de l'ouverture, c'est capital. Puis les gens passent leur soirée maintenant à regarder les plateformes de streaming, à faire défiler les catalogues et à rien regarder en fait. Bien sûr, on le vit tous. Et parfois les regarder en accélérant. Il y a des fonctions sur TikTok, je crois, mais peut-être ailleurs aussi en accélérant. Oui, Marion? Moi j'allais ajouter aussi que ce qu'on perd avec le média physique, c'est tout ce qu'il y a autour, par exemple d'un film, tout ce qui est les bonus dans un CD, tout ce qui est de l'ordre des livrets, etc. En fait, ça peut paraître anecdotique, mais c'est hyper important déjà parce que ça permet d'avoir pour n'importe qui plus d'informations et plus de contexte autour d'un média. Mais aussi nous, en médiation, c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'utiliser un film qui est disponible sur une plateforme. Et comme le disait bien David, en fait, parfois un film, il va être dispo pendant 2 mois et puis il va disparaître. Donc, quand on monte une animation, d'un coup, si on est un peu vexé, comment on fait? Le support physique permettait quand même ça. Et puis aussi parce que c'est bonus, parce que c'est director's cut, etc. On les utilise, nous, en tant que médiateurs, médiatrices. Donc on perd aussi tout un aspect autour du média en lui-même, quoi. Ouais, complètement. C'est important qu'il soit là, qu'on ait accès. Ces références, elles vont être dispatchées dans les bibliothèques ou comment ça va se passer? Alors évidemment, on a été fort pris par le temps. Tout ce truc de plan social, il fallait évidemment pas traîner. Là, c'est ce qui nous a, je dirais, achevé, c'est qu'on n'a pas le temps de vraiment trouver très très vite plein de solutions. Par contre, on en a apporté beaucoup au ministre. Je tiens à dire que c'est nous qui avons apporté toutes ces solutions. Donc, de transmettre à la lecture publique, donc au réseau des bibliothèques, qui était notre premier partenaire. Mais maintenant, il faut des personnes pour accompagner ça. Et ça, il a fallu aussi expliquer au cabinet qu'il faut des gens autour de ça. Et donc maintenant, le paradoxe et l'absurdité de la chose, c'est que nous, on nous supprime notre ligne budgétaire et que maintenant, ils doivent retrouver un peu de moyens pour quelques personnes qui vont devoir animer ces collections, parce que sinon, ces collections, elles vont mourir. C'est ça l'histoire. C'est que même si elles sont dans des stocks à la lecture publique, il faut absolument des personnes, des êtres humains. On parlait... Mais pourquoi les bibliothécaires ne peuvent pas le faire? Mais parce que les bibliothécaires sont déjà sur d'autres tâches, en fait. Les bibliothèques travaillent sur d'autres aspects et ne travaillent pas, justement. C'est pour ça qu'on était opérateur pour les bibliothèques, ne travaillaient pas les aspects, ou très peu en tout cas, musique et audiovisuel, cinéma. Et donc, il faut des personnes en plus. C'était pour ça qu'on était en appui. C'est un peu ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on avait un dossier à l'administration, donc les bureaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui était analysé donc par des inspecteurs depuis le début de notre contrat programme, c'est comme ça que ça se fait, la fédération. Bien. Et notre projet était vu comme positif. Évidemment, la ministre, ça ne l'arrange sans doute pas, parce que son but c'était de faire cette économie budgétaire, mais on avait quand même un dossier qui montrait l'utilité. On n'était pas dans de l'occupationnel, on était vraiment dans quelque chose qui accompagnait plutôt le secteur de façon concrète par rapport à la fois à des publics qui sont en recherche de cela, des publics qui sont, on va dire, en difficulté, mais aussi par rapport à l'accompagnement des changements, justement, de support, d'évolution des supports, d'évolution des pratiques. On n'a jamais, nous, opposé, justement, notre directrice voulait absolument éviter ça, d'opposer le digital au physique. Le physique est très important, c'est vraiment le socle de nos activités de notre passé, mais on voulait aller absolument aussi... On a fait des propositions de streaming, de plateformes de stream comme Film Friends, par exemple. Si vous étiez chez nous, vous aviez accès gratuitement à Film Friends. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment pas d'opposer ces deux mondes. Les politiques, d'essayer de nous mettre dans ces cases de passé, futur, de dire que nous, on était le passé et obsolète. Mais oui, évidemment, c'était plus facile à expliquer au public de cette manière-là, alors qu'en fait, nos activités, et c'est vrai que peut-être, et ça a été le but de Edith Berthollet, notre directrice, c'était d'essayer de promouvoir ça, de montrer nos activités. Ce qu'on avait fait, par exemple, dans une journée porte ouverte le 23 janvier avec toutes les personnes du secteur, ça n'a d'ailleurs pas trop plu au cabinet de voir qu'on n'était pas juste une institution qui périclitait, mais plutôt une institution qui allait rayonner et reprendre du lien avec les publics. Le riez, quoi. C'est un petit peu ça. On va dire un mot des jeux vidéo. Je vous regarde, Élodie, parce que on vous a approché
approchez, vous, avec le groupe? On dit un groupe, enfin non, le nom d'artiste, Antinomy, c'est ça, hein, Oui, c'est sous ce nom-là que je crée. Ouais. On va regarder un extrait de Caravane Sandwich. Alors, il y a un jeu de mots, sandwich, hein, c'est ça? Sandwich, c'est les sorcières des sables. Voilà, c'est pas le sandwich qu'on mange à midi sur son ordinateur, ou juste à côté. On regarde un extrait, puis on en parle juste après. Vous avez fait la musique. Voilà, là on plonge dans l'univers de cette jeune fille, cet enfant. En tout cas, ça se passe en Provence, c'est ça, je crois, l'histoire, hein? Sauge, oui, qui est un personnage jeune adulte qui retourne sur sa planète natale, Cigalo. Oui, donc c'est pas du tout qui est inspiré du sud de la France, de la province des Cigales. Ouais. 2 récompenses au Pégase quand même, c'est un peu les Césars du jeu vidéo pour la France. Ouais. Et vous avez fait la musique. La musique des jeux vidéo, c'est un truc qui vous inspire, enfin les jeux vidéo vous inspirent beaucoup? C'était une rencontre, c'est une chance inouïe. J'en avais jamais fait avant et il y a eu un match et on a toutes et tous ensemble relevé le défi. Mais ça m'intéresse et je continue à en faire. Et parce que c'est un support particulier où on construit cet objet culturel d'une certaine manière. C'est un travail souvent d'équipe. Là, c'était un tout petit studio, mais voilà, on était très solidaires et ça reflète ce jeu aussi, ce qu'on a vécu nous derrière en coulisses. Et c'est beaucoup d'échanges, c'est des réflexions de valeurs sur le fond, sur ce qu'on veut mettre en avant, dans la forme. Et par rapport en avant avec la musique notamment. Voilà. Ouais. Vous êtes amatrice de jeux vidéo vous-même ou pas? Je l'ai été, j'ai eu mes périodes, j'aimerais jouer plus, mais je trouve pas assez de temps, mais j'aime bien. Ouais. Les premiers jeux, vous allez à la médiathèque notamment les chercher ou... Moi, j'avais pas accès... Ah, vous n'étiez pas à Bruxelles, c'est ça. Et le bus passait plus. Et voilà, j'avais pas le bus qui passait, plus, mais on se passait les bons jeux entre nous, Oui, ça s'échange, évidemment. Ouais. Je voudrais qu'on parle, il nous reste peu de temps, des collections. On a dit ça va partir dans les bibliothèques, dans le réseau des bibliothèques. On a parlé de la KBR aussi. Qu'est-ce qu'il en est avec ça, Marion? Je ne sais pas qui veut répondre. Oui. Ouais. Vas-y. Ça y est ou donc, pas? Ce qui est acté, c'est le départ vers la lecture publique. Là, c'est parti. Les cartons sont en train de partir. La KBR, c'est pour les archives et les fonds musicaux. Oui, a priori, c'est en très très bonne voie. C'est pas complètement acté, mais ça va partir là-bas, quoi, de manière incessante. Mais on pourra encore consulter ou pas? Alors. Sur place. Alors l'idée, c'est c'est ça aussi qui se perd, c'est que voilà, nous on a peur de mettre ça dans un coffre-fort, avec tout le respect que j'ai pour la KBR qui font un travail remarquable. C'est-à-dire voilà, il y a plus de personnes, donc ça aussi c'est un enjeu. Donc là, moi je lance un appel aussi parce que je pense qu'on est là-dedans, on est dans cette négociation là pour le moment. Il faut un moment que le politique sorte de ce truc de tout détruire et de vouloir quand même essayer de sauver ce qu'on peut encore sauver, parce que ces collections qui seront dans des caisses et qui seront ou à la KBR ou en lecture publique, sans médiation autour, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire de lien avec les publics, c'est pas possible. Donc il faut absolument, il y a un enjeu là-dessus, il est minime, ça ne sera pas beaucoup de personnes, et peut-être même pas des personnes de chez nous, mais au moins qu'on dégage des choses. Et donc là-dessus, il y a pour le moment, il y a plein d'impulsions qui sont faites. Vous savez que le secteur est en train de beaucoup se mobiliser parce qu'on n'est pas les seuls à être attaqués. Il y a une pétition qui circule, qui marche bien. Il y a une pétition à nous, mais il y a celle de la création radiophonique aussi. Il y a le RAPCO, qui vraiment se mobilise pour essayer de fédérer tout cela, parce que c'est la grosse difficulté de notre secteur, c'est qu'on a tous des réalités de terrain différentes. Que ce soit la médiathèque, que ce soit
soit la vieille Chéchette ou la Monnaie, c'est pas du tout les mêmes réalités, et pourtant c'est le même secteur et on doit être solidaire absolument. Et là, pour le moment, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a le groupe 31 mars, j'y étais il y a pas longtemps, et d'autres gens y étaient. Il y a des manifestations bientôt aussi. Il y a des manifestations, et les groupes culture de certains partis, celui du PTB par exemple, qui se met en route aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de mobilisation. Il faut pas lâcher parce que c'est une année cruciale 2026, avant la période où on va rentrer en pleine période électorale. Mais la ministre ne va pas changer d'avis, elle ne reviendra pas sur nous. En fait, si nous on peut servir à ça. C'est ça qui est important. Nous, on sait que c'est fini par rapport à nous, mais les collections, on sera tous là pour essayer qu'elles soient transmises de façon correcte, avec des moyens derrière. Mais par contre, si notre combat peut servir les autres, ça c'est le plus important, je dirais. Et qu'est-ce qui se passe sur l'archivage de la suite, là, ce qui est produit maintenant ou demain Ça, c'est quelque chose qui n'intéresse pratiquement personne, mais je le dis à tout le monde, c'est bien de poser la question, c'est qu'en fait, nos collections, elles deviennent d'une certaine manière muséales, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtent, quoi. Et ça, c'est terrible aussi. Parce il faut mettre des budgets pour acheter. Alors, il y en aura peut-être dans les bibliothèques, effectivement, mais avec des petits budgets. Mais tout ça encore, il y a plein de points d'interrogation. C'est en négociation actuellement avec le cabinet de Gries. Bon, allez, on va garder ça à l'œil. Hein. On ne va pas vous lâcher. Vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. On va faire ce qu'on peut. Vous faites quoi là, en juillet, Igor ? En juillet, on terminera la dernière émission d'Archives en rotation. Je sais pas. Je me dis que l'après, je verrai à partir de la suite d'avril. On va pas trop y penser. Peut-être que je viendrai travailler avec vous à BX1. Bienvenue, mais bon, c'est une autre histoire. Dernière chose, il y a quand même ce festival hybride, allez-y, comme ça on montre aussi le soutien à la médiathèque nouvelle. Moi j'y serai, plein de copains y seront aussi. C'est le 7 et 8 je crois. 8 et 9 avril. Nul en chiffres. C'est 2 journées qui sont consacrées à la médiathèque nouvelle, au futur aussi de la médiathèque nouvelle, donc il y aura des pistes qui seront... Les gens verront ce qu'on efface, donc toutes les activités qu'on mettait en avant, on sera là. C'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est au 140 et vous ferez une petite démonstration, une présentation, une performance de quelques morceaux de cette bande originale, et puis il y aura une discussion après avec Thierry Moutois qui était en charge de la collection jeux vidéo, et donc on va échanger un peu sur la façon dont on fait une bande son pour le jeu vidéo. Allez, on essaiera d'y aller, le 8 et le 9 au 140, c'est ici à Scarbeck, pas très Tout à fait. Merci à tous les 4 d'être passés chez beaucoup. nous. On pense à vous. Bon courage pour la suite. On sait que les semaines qui viennent ne vont pas être faciles. Et voilà. On va rien dire de plus, mais on pense à vous. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.